Icônes télévisuelles depuis près de 30 ans, les frères Bogdanov n'en sont pas moins docteurs en physique et en mathématiques avec des thèses sur l'origine de l'univers qui ont enflammé la communauté scientifique. Un livre, L'équation Bogdanov, tente aujourd'hui de calmer le jeu. L'occasion pour moi d'en savoir plus sur les hommes de chair, d'os et d'émotion qui se cachent derrière ce duo si bien rodé. Vous êtes très gastronome, vous êtes très... non ? Non, en fait, on est sensible malgré tout à la variété des arômes, des goûts, etc. Et parfois, on fait nous-mêmes un petit peu la cuisine. Oui, qu'est-ce que vous faites vous, par exemple, Grichka, quels sont vos plats, ceux que vous tenez bien? Très légumes en général. Hein. C'est-à-dire que j'explore toutes les possibilités, effectivement, des combinaisons, la combinatoire des légumes. Donc, plutôt les légumes, quoi, quand même. Beaucoup de choses qui touchent justement à l'agrémentation, à la rencontre entre des légumes improbables. Et vous, Igor, moi, en fait, vous laissez servir ou vous mettez quand même parfois les mains dans la cuisine, dans la casserole? Oui, souvent même. Ouais. Souvent et de façon assez traditionnelle, au fond, parce que du côté russe... Oui, parce qu'il y a de l'autrichien et du russe, en fait, chez vous. Il y a de l'autrichien et du russe, exactement. Grand-mère autrichienne, qui est née dans le Saint-Empire, et qui était à la cour de Vienne. Donc c'était effectivement un autre monde. Et puis grand-père russe et père russe, du côté donc Bogdanov, ça sonne bien russe. Et en fait, chez les Russes, il y a une soupe qui s'appelle le borscht, qui est une soupe très, qui est très riche comme ça, parce qu'elle permet de résister au grand froid. Et ça, je sais le faire, par exemple. Il y a beaucoup de légumes dedans. Hein. Et comme disait Grishka, les légumes, pour nous, c'est assez important quand même, parce que comme on est né dans la campagne, là-bas, le légume, on le voit pousser. Et c'est pas une quantité abstraite de végétal. Non, vous savez exactement, vous avez vu il y avait des potagers dans... Il y avait des potagers dans tous les coins, si on peut dire, de la maison dans laquelle nous sommes nés, qui était une vieille forteresse. Dans un château, dans le château de votre grand-mère. Voilà, il y avait un potager derrière le château, il y en avait derrière une des fermes qui s'appelait Roquebion, dans laquelle nous allions jouer tout le temps. Donc c'était quelle région de France? C'est le sud-ouest. C'est la Gascogne. En fait, c'est la Gascogne. C'est le pays des mousquetaires. Exactement. D'Artagnan a vécu et a prospéré effectivement à peu près 30 km de chez nous. Donc c'est tout près. Et donc voilà, vous les légumes, c'est vraiment quelque chose de réel, quoi. Oui, tout à fait, c'est quelque chose de réel, mais les poules aussi sont réelles. La plupart des enfants qu'on côtoie, par exemple, aujourd'hui dans les villes, n'ont jamais vu un dindon. Ils ont vu des poules, mais le dindon devient rare, donc on ne le voit pas, on ne le voit qu'à certaines époques de l'année, à Noël, et donc on le voit sous un angle, sous une autre déjà forme. un peu conditionné, disons. Voilà, c'est ça, plus conditionné. Et nous, en revanche, évidemment, on a vu ça tout le long de l'année, on a vu tous les animaux, entre guillemets, dits de la ferme. C'est pas seulement les avoir vus, c'est vivre avec. Ouais, vivre avec. C'est très particulier, hein, quand on est... Avec les dindons, il faut quand même le savoir. On a vécu... Le philosophe Nietzsche a vécu avec des poules, etc. Mais nous, c'est pareil, on a traversé tous les animaux de la ferme. Je crois que Grishka a raison de citer le philosophe Nietzsche. Pourquoi? Mais oui, parce qu'il y a une vraie leçon philosophique qui nous est donnée par tous ces animaux, à condition de comprendre qu'ils font partie de cette espèce d'extraordinaire aventure du vivant qui a commencé il y a sur Terre 4 milliards 200 millions d'années à peu près. Hein. Pour se préciser, il y a 3 milliards 900 millions d'années, au moment où on voit vraiment la vie émerger. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on comprend qu'on est issu de la même aventure, une espèce d'aventure cosmologique qui se transforme ensuite en aventure biologique au moment où l'univers passe de la phase cosmique à la phase biologique, eh bien on se dit, bon, ce sont nos frères en quelque sorte. Oui, c'est ça. Hein, les dindons, les canards, les poules, etc. Tout ça, c'est, on est ensemble, c'est la même famille. Oui, on a vu les cartes. Alors, en entrée, qu'est-ce qui vous ferait plaisir alors? Je prends du minestrone. Mais moi, je crois que je vais aller vers une grillade de légumes, en fait, des légumes grillés. Alors moi, j'étais un peu plus canaille. J'ai vu qu'il y avait des fondus au parmesan. Alors ensuite, je vais prendre des côtes d'agneau, mais bien grillées. Puis moi, je vais prendre une dorade aussi
bien saisi, bien grillé aussi. Moi, j'ai vu une escalope Tramonte, celle de la montagne. Voilà. Bien fourré. Oui, évidemment, oui. On est sur l'espère pour elle. Alors dites-moi donc, l'équation Bogdanov qui sort, donc, qui est écrite par un physicien, théoricien, ex-prof de Harvard, qui s'appelle Mottl. Lumos Mottl, qui est d'origine tchèque d'ailleurs, effectivement, comme notre grand-mère, et qui est un des jeunes physiciens théoriciens les plus brillants de sa génération. Il fait partie de ceux qui aujourd'hui inventent et proposent de nouvelles théories en physique. Et en particulier dans ce domaine si vraiment compliqué que représente le domaine des cordes. Oui. Ce qu'on appelle la théorie des cordes. Permettez, Non, mais c'est plus important que la théorie des cordes. ça accompagne. Ça comprend. Très bien. L'équation Bogdanov, c'est en fait un livre qui cherche à réhabiliter d'une certaine façon vos théories que vous aviez déjà développées lors de vos thèses, finalement, de physique et de mathématiques, qui ont donné lieu à des articles, et puis qui ont donné lieu à un livre en 2004, avant le Big Bang, qui a fait s'enflammer toute la communauté scientifique. Certains ont vu chez vous un canular, puis après on a critiqué, enfin bon... D'autres, des articles incompréhensibles, etc. Voilà, oui, des choses sans sens. Et là, ben voilà, ce physicien, ce qu'il veut, c'est dire... rien n'est simple en physique. Des tas de gens, de toute façon, des tas de physiciens ont produit des thèses qui sont critiquables, qui sont contestables. Et finalement, celle des Bogdanov est peut-être critiquable par certains aspects, ou en tout cas n'est peut-être pas... Enfin, il dit lui-même, je ne peux pas assurer qu'elle soit juste, mais en tout cas, elle pose de vraies questions. Donc, à la limite, il réhabilite plus les intentions que le produit lui-même. Nous avons reçu de manière tout à fait inattendue, en 2005, en juin 2005, nous avons reçu un courrier électronique à l'entête de l'université d'Harvard. Et là, nous avons été extrêmement surpris parce qu'on s'est dit, tiens, de quoi s'agit-il? Et avant d'ouvrir le courrier, moi j'étais convaincu que il allait s'agir, une fois de plus, d'une critique. Oui, surtout par Internet, vous en avez eu beaucoup. Surtout par Internet, parce qu'Internet est un médium, un formidable lieu où on peut critiquer sans grand risque, finalement, parce que la plupart de ceux qui font œuvre de critique le font masqué. Hein, donc vous avez reçu ce courrier qui, lui, était positif. Un courrier qui contenait simplement 3 lignes. Dear Dr Bogdanov, vous serez probablement surpris de découvrir ici que je suis l'un des rares, mais aussi l'un des premiers, ce qui sous-entendait qu'il y en aurait d'autres derrière, à prendre la défense de vos idées, parce que je considère que votre approche et votre théorie, merci beaucoup, sont extrêmement intéressantes. Or, aucun de ceux qui nous ont critiqués n'avait pris la peine de regarder ce que nous avions fait. Ils se sont contentés de suivre une rumeur qui avait été lancée par un physicien, un Français, qui était dans une spécialité complètement différente de la nôtre. Le physicien en question, il n'est pas du tout en mesure de comprendre ce que nous avons fait au fond, parce qu'il ne maîtrise pas une théorie qui est extrêmement importante dans nos travaux, qui est la théorie des groupes quantiques. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que voilà, vous avez découvert quelque chose que personne n'a découvert avant, ou vous dites simplement non, on a posé des hypothèses pour l'art de la science, pour l'entreprise intellectuelle, on pose des hypothèses, mais bon voilà, peut-être qu'elles sont contestables. Alors pour être modeste, justement, pour être modeste, on a posé des questions effectivement que personne ne s'était posé avant. C'est parce que les physiciens théoriciens ont toujours limité le périmètre de leur questionnement sur l'origine de l'univers. Et nous avons voulu aller plus loin. Ce périmètre de questionnement, c'est le Big Bang. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que l'univers est né avec cette explosion primitive qu'on appelle le Big Bang, qui a dispersé la matière, l'énergie aux 4 coins finalement de l'espace-temps. Mais avant. Voilà. Que voilà. s'est-il passé, au-delà du mur de Planck? Qu'est-ce qu'il y avait avant du fameux mur de Planck? Bravo de le citer. Vous qui aviez été jusque-là habitué aux éloges, etc., parce que c'est vrai quoi. Oui, bien sûr, dans X, etc., bien sûr. Même ce qui a suivi. Est-ce que là, quand même, subitement, ça vous a meurtri ou blessé ou troublé, ou vous vous êtes dit, mais quoi, on nous critique, on nous en veut, on nous fait mal? Parce que ce que nous vivons là maintenant, d'autres l'ont vécu avant nous. Hein. Galilée l'a vécu de façon extrêmement violente, puis brûlante même. Pas n'importe quelle référence. Mais... Et on s'est dit, bon, heureusement que nous sommes au XXIe siècle, qu'on ne nous brûle plus, parce qu'on aurait pu nous brûler effectivement à une autre époque. Ça aurait été dommage. Oui, ça aurait été idiot. Est-ce que vous auriez brûlé d'ailleurs? Est-ce qu'on aurait brûlé? C'est la vraie question. C'est pas sûr. Et, on a peut-être fait des surprises. Oui, on a peut-être explosé tout l'hydrogène. En fait, toute la discussion vient du fait qu'on ne peut pas imaginer que deux saltimbanques qui ont de surcroît pendant des années,
piloter le vaisseau de temps X, donc de la science-fiction, puisse, à un moment donné, prétendre une légitimité scientifique. C'est inimaginable. Et c'est même insupportable. Et c'est même difficilement supportable. Mais est-ce que vous n'en rajoutez pas une couche aujourd'hui? Je dirais quand voilà, vous vous prêtez à une campagne publicitaire pour Club Internet, où vous jouez avec votre image, alors avec beaucoup d'humour, mais en même temps, vous tendez un bâton pour qu'au prochain livre, on vous frappe encore plus. Vous avez besoin d'un peu d'argent ou... Oui, pourquoi? Parce que pendant 10 ans, après avoir piloté le vaisseau de temps X sur TF1, à la grande surprise du directeur de programme de l'époque, qui était Christian Dutoit, nous avons dit on préfère aujourd'hui se retirer pendant 2-3 ans pour terminer nos thèses. Il nous a pris en effet à cette époque-là pour des fous furieux. Et en effet, après avoir travaillé 10 ans sur ces thèses, nous avons englouti toutes les réserves d'argent que nous avions. Oui, en somme, pour faire court, la publicité finance les thèses. Voilà. Mais qui sont anciennes, parce que là on est en 2008. Mais oui, mais elle les finance, comme toujours, la finance c'est un jeu dans le temps. Voilà. George Lucas ou Patrick McGowan? Patrick McGowan, donc auteur, réalisateur du Prisonnier. George Lucas, on l'a rencontré. Oui, vous avez failli tourner dans Star Wars. Donc, George Lucas, effectivement, pour nous, c'est devenu un symbole incarné. Pas simplement par le premier volet de la Guerre des Étoiles, qu'on avait vu, effectivement, comme tout le monde, vers la fin des années 70, mais en plus, effectivement, devenant... pendant à peu près une dizaine de jours à Londres, quelqu'un avec lequel on a échangé beaucoup. Lost ou Heroes? Je ne sais pas si vous regardez la télé, les séries. Tout à fait. C'est une bonne question. En fait, Lost, oui, probablement, parce que la situation est une vraie belle situation. D'enfermement d'enfermement dans un milieu hostile, qu'on ne comprend pas. Parmi vos icônes télévisuelles, à vous, est-ce que c'est plutôt Jean-Claude Bourret ou Garcimore? Garcimore, parce que en fait Garcimore, on a travaillé avec lui sur le même plateau en 79. Il était là et on le regardait en salle de maquillage faire ses tours pour s'entraîner avant le plateau, etc. Et on a beaucoup rigolé avec lui. Votre amour de l'espace, votre passion pour l'espace, pour l'infini, elle est vraiment née dans ce château de la grand-mère, à travers un livre qui se trouvait dans cette immense bibliothèque, qui était un livre de Flammarion, sur l'astronomie. Sur l'astronomie. Vous découvrez ça, vous avez quel âge? On a 5-6 ans. Oui, 5 ans. Exactement. 5-6 ans. Et là, c'est le déclic. Et là, il y a deux déclics. Il y a l'astronomie, donc le Flammarion, et puis il y a une promenade que nous avons fait un beau jour avec notre grand-mère, qui nous allions avoir 4 ans. Donc on avait moins de 4 ans, puisque c'était au mois de juin, et elle nous a réveillés vers 3h du matin pour assister au lever du soleil. Et qui était donc, le lever du soleil avait lieu pour nous au terme d'une promenade extrêmement longue, qui a duré à peu près 1 heure, 5 km de marche, pour aller donc du château sur les collines qui environnaient donc le village. Et tout au long du chemin, elle nous a parlé de l'univers, elle nous a montré les étoiles, elle nous a donné des noms d'étoiles, Antares, Betelgeuse, tout ça. Et donc, ça nous a fait rêver. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison, c'est à ce moment-là que nous avons découvert l'astronomie. Il y a aussi peut-être un troisième déclic qui est vraiment important. C'est un phénomène extrêmement rare, dont on a été les témoins quand nous étions très petits. On avait juste 5 ans et demi, donc on était vraiment très petits. C'était une nuit d'été et on a assisté à la seule d'ailleurs, ça ne s'est jamais reproduit depuis, aurore boréale complète qui a entièrement fait flamboyer, donc entièrement le ciel en pleine nuit. Et le ciel était rouge, tu t'en souviens. Donc un ciel rouge, ça vous fait prendre conscience du fait que finalement l'univers n'est pas ce qu'on croit. Et ça a été la découverte de l'aspect violent, mystérieux, peut-être générateur de catastrophes que pouvait effectivement porter le cosmos, mais aussi en même temps de son caractère rayonnant et peut-être une métaphore directe, touchée de l'œil d'enfant qui est
peut être très impressionné par ça, donc de la métaphore du Big Bang. Mais alors ce château, vous viviez donc avec vos parents et votre grand-mère, ça c'était le château familial. Alors quand on dit prince russe et princesse autrichienne, c'est vrai ça ou non? Enfin, je veux dire. C'est vrai? Oui, oui. C'est surtout vrai dans les siècles précédents. Mais c'est vrai qu'on descend de là. Et c'est vrai aussi que il y a un petit pays qui porte notre nom, hein, qui est la Bogdanovie, donc qui est un vrai petit. À côté de la Bogdanovie, oui, c'est ça. Oui, un peu plus à l'est, en fait. Plus à l'est encore. Et dans lequel on mange très bien. Des choses rares. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfance privilégiée. Oui. Enfin, je veux dire de l'argent. Non? Des contrastes. Non, contraste. Pas, Beaucoup de toujours, contrastes. toujours compliqué. Oui, c'est beaucoup d'argent un jour compliqué et et puis très peu le lendemain. Parce que, en fait, aussi des montagnes russes, notre en fait. grand-mère faisait marcher une ferme. Enfin, une ferme, une propriété, donc une exploitation agricole. Ça voulait dire injecter les jours de récolte maigres, beaucoup d'argent pour renouveler le cheptel, le bétail, etc. Puis donc on se trouvait, en effet, sans argent pendant 1 an. Puis après, ça revenait. Et c'était vraiment, c'était une vie compliquée quand même. Là, vous parlez de votre grand-mère, mais vos parents, est-ce qu'ils étaient là aussi, travaillaient pas, ou c'était la grand-mère qui faisait vivre la famille, ou c'était... Papa est arrivé un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on a connu notre père véritablement seulement quand il a émergé dans notre vie, on avait un petit peu plus de 8 ans. Donc c'était déjà tard, mais il avait vécu, en fait, il avait traversé l'Europe entière. Et le lien avec les parents, est-ce qu'ils étaient proches de vous? Ou est-ce que, voilà, comme c'était une vie difficile, enfin difficile, non, parfois facile, parfois difficile, mais en tout cas avec des codes, voilà, vous étiez entre les mains d'une préceptrice, de votre grand-mère, et finalement les contacts étaient distants. Quel souvenir vous avez du rapport parental? Vraiment de très grande proximité. Parce que, et en effet, nous avons eu deux préceptrices, mademoiselle Desgranges et mademoiselle Boucherolle, qui se sont occupées de nous et qui nous ont, entre guillemets, fait gagner beaucoup de temps sur la scolarité. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est arrivé à l'école communale, on avait 4 ans d'avance sur les autres. C'est de là d'ailleurs que date la légende des tests, parce qu'elles nous ont fait faire très tôt des tests d'intelligence. Parce qu'elles étaient toutes les deux férues de ces procédures de mesure de l'intelligence. Et en définitive, au bout d'un certain nombre de mois d'entraînement et à fortiori d'années, on finit par être pas trop mauvais au test. Oui, c'est ça, oui. Donc on dépasse les 180 ou 190, on a même dépassé les 200. Mais presque par jeu, parce que vous Mais connaissez c'est bien par le jeu, mais système. bien entendu. Oui. Et surtout, il ne faut surtout pas, je rassure évidemment à chaque fois les gens qui nous en parlent, surtout pas penser qu'il s'agit d'une mesure, entre guillemets, d'une saisie tout d'un coup miraculeuse du génie, pas du tout. Hein. C'est vraiment... juste, voilà, sur des comme procédés. le disait, oui, c'est des procédés. Comme le disait le fondateur, l'un des fondateurs du test, Binet, mes tests ne servent pas à mesurer l'intelligence, mais simplement la capacité à résoudre les tests. Voilà, oui. C'est tout. Hein, donc, ouais. Mais est-ce que quand même, donc ça veut dire qu'après ça, donc à l'école communale ou au lycée, vous avez alors là fréquenté des écoles où vous n'étiez pas complètement isolé dans votre château, non? Vous avez aussi été dans des classes avec des copains de classe. À cette époque-là, nous avions donc 2 pôles, un pôle affectif très fort au niveau de la famille, parce qu'on s'entendait magnifiquement avec notre grand-mère, notre mère, notre père. Tout ça fonctionnait très très bien. Et puis un pôle, entre guillemets, camarades, enfin, le pôle des copains, qui étaient donc les copains du village, avec lesquels nous avons traversé toutes les années d'enfance, c'est-à-dire que c'était toujours les mêmes. Ces compagnons-là nous ont accompagnés depuis l'âge de 2-3 ans jusqu'à ce que nous quittions Saint-Lary. Donc ça veut dire que vous n'avez pas subi ce que je peux rappeler la double peine, c'est-à-dire que déjà, bon, vous êtes en avance, donc on sait que pour les enfants qu'on dit surdoués, etc., c'est parfois le rapport avec les autres est compliqué. Et en plus, vous êtes jumeaux. Enfin, je veux dire, ce qui peut... Donc vous n'avez pas senti... On n'a pas du tout senti ça. Pas du tout, parce que bon, d'abord quand nous avons quitté Saint-Lary pour aller à Sorèze, qui est donc cette institution à la fois religieuse et militaire, on était plongés dans 2 classes différentes. On était donc séparés la plupart du temps. Et dans un environnement qui est un environnement où il faut se serrer les coudes quand on est dans un internat. Hein. Très dur. Voilà, très dur.
Qu'est-ce qui vous a amené à la télévision? Comment ça s'est passé? Alors, je sais que 2-3 ans avant, vous aviez écrit déjà un premier roman, Les clés de la science-fiction. C'est exactement comme ça que ça s'est fait. On est en 77 à cette époque-là. Et nous sommes invités sur un journal télévisé qui est à cette époque sous la férule d'Yves Morosi. Et Yves Morosi, donc, à l'issue d'une interview qui lui semble amusante, nous dit, et intéressante, en tout cas un petit peu originale, nous dit, c'est drôlement marrant tout ce que vous racontez là, sur les extraterrestres, les étoiles et les voyages dans l'espace. Pourquoi est-ce que vous ne viendrez pas faire une petite séquence dans une émission qui, on est à table aujourd'hui, s'appelle Bon Appétit, qui passe donc entre 12h30 et 13h sur TF1, ça précède le journal, c'est tous les dimanches. Faites un truc de 15 minutes là-dedans. Une émission de cuisine. Il n'y avait pas encore la cuisine moléculaire à l'époque, on n'en parlait pas encore. C'était vraiment une cuisine. Et c'est comme ça que, quand ça a été diffusé, ça a eu un énorme succès dans l'émission de Morosi, à tel point que la direction de la chaîne de TF1 nous a dit créez une émission. Et on a créé Temps X. Quand, à la fin des années 90, 90, vous revenez à la télévision, donc après votre thèse, etc., d'abord sur 13e rue, puis France 2, enfin, Sci-Fi, enfin, il y a eu des tas d'expériences. C'est quoi? C'est parce que la télévision est quand même indissociable de votre vie, finalement? C'est un choix fondamental. Nous pensons, en fait, depuis toujours, que la science n'est pas faite pour être simplement vécue d'une manière exaltée ou intense par un tout petit nombre de gens, qui sont ce qu'on appelle les chercheurs. Elle est faite pour être partagée. On est absolument convaincu que, plus que jamais, on a besoin aujourd'hui de faire advenir ce qu'on appelle la démocratie du savoir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a une dualité. Il y a un petit nombre de gens qui sont des scientifiques qui, en haut de la pyramide, savent, et puis les autres qui subissent ce savoir sans savoir où ils vont. C'est ça, donc la vulgarisation continue de vous passionner. Notre tâche, on le prend évidemment comme un objet fondamental, c'est de faire en sorte que ce savoir soit partagé par tous, soit élargi, soit vécu comme une fête collective. Et évidemment, la télévision est le plus puissant des instruments pour ça. Bien entendu. Vous avez aussi une vie privée, amoureuse, tout se passe bien, séparés ou très proches. Là aussi, vous tâtez de toutes les expériences sexuelles possibles, ou vous êtes très orthodoxe. Non, enfin, qu'est-ce que... Sincèrement, voilà, c'est une période où on peut tout se dire. En fait, Grishka et moi, on est quand même... Je pense que c'est un effet direct de notre enfance. Nous sommes des êtres... ou de notre éducation. Nous sommes des êtres plutôt classiques et plutôt sages. Moi, je me suis marié à une époque... D'ailleurs, avec son père était belge, d'Outremont, donc c'est archi-belge. J'ai des enfants, qui sont les enfants que j'ai eus avec elle, j'en ai 3, 2 filles et un garçon qui a 12 ans aujourd'hui. Je ne suis plus marié aujourd'hui parce qu'à un moment donné, Ludmilla s'est dit, bon, il est dans la thèse. J'étais en pleine thèse à cette époque-là, ça m'a coûté ça aussi, la thèse. C'est-à-dire qu'en fait... Quand elle a vu que je me suis embarqué dans la thèse... de Belgique, en fait. En fait, oui, c'est ça. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que quand Ludmilla a vu qu'en 91, je décidais de m'inscrire, que je tournais le dos à la télévision, et donc je décidais de m'inscrire en thèse, elle m'a vraiment dit, bon, écoute, d'accord, je respecte ton choix, mais enfin, que ça dure 2 ans, 3 ans maximum. Elle a duré 10 ans, quoi, oui. 94, 95, 96, 97, le divorce, parce que j'avais plus d'argent. Qu'à cette époque-là, la vie était devenue extrêmement difficile et que Ludmilla s'est dit, je ne peux pas continuer. D'autant plus qu'elle ne voyait pas la fin. Ah oui, c'est ça, oui. C'était, ouais. Et donc, elle est partie. Et bon, aujourd'hui, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre. Mais en voilà, c'est quelque chose qui... Très classique, il n'y a pas d'expériences multiples, d'échanges, de troubles, de trucs bizarres. Et vous, Grishka? Le classicisme est le même. On est plutôt des conservateurs, de ce côté-là. Les formes ne sont pas tout à fait les mêmes parce que je ne me suis pas marié. Enfin bon, tu aurais pu te marier. Oui, j'aurais pu me marier. Et puis, non, mais je pourrais me marier. Tu peux toujours me marier. Oui, en ce moment même, tu pourrais te marier si tu voulais. Oui. Ah oui, oui. Mais avec plusieurs personnes, donc ça me... J'ai un panorama qui est assez palette étendu. qui s'offre à vous et vous ne savez pas quoi. Et je ne sais pas qui... Donc plutôt papillonneur quand même alors, s'il y a la palette. Un peu plus qu'Igor, mais quand même toujours dans un fond de fidélité. C'est jamais papillonneur en même temps, c'est toujours successif. Mais donc ça crée effectivement à ce moment-là des panoramas qui sont assez ouverts.
Cela dit, peut-être qu'en Belgique, hein, je vais me marier. Là, cet après-midi, tu vas la rencontrer, oui. Quel est le principal défaut de l'autre? Un vrai défaut, hein, pas dire « Ah oui, il est perfectionniste » ou non, un vrai défaut. Ça, c'est toujours le truc qu'on dit en général pour s'en sortir. Alors, Grishka, quel est le principal défaut d'Igor? Merci. C'est vraiment compliqué, ça, parce que en réalité, on efface toujours les défauts. Mais disons, le principal défaut... Oui, le plus emmerdant, quoi. Le plus emmerdant. Bon, d'accord. Alors, le principal défaut de Grishka, à part les trous de mémoire? Il est peut-être un... comment dire une... D'accord. Je sais pas trop, en fait. Alors, la principale qualité... La qualité? Non, même chose. Ok, alors voilà. on va terminer par deux questions toutes simples. Ouais. Quelle est la chose que vous ne pouvez pas ne pas faire avec l'autre et quelle est la chose que vous ne supporteriez pas de faire avec l'autre? Une femme, ça, on ne la partagerait pas. Non. Il y a une vraie censure cosmique là-dessus. Mais c'est impensable. Mais un dindon, ça vous pourriez partager. Ah oui, oui. Un dindon? Oui. Ah oui. Un vrai dindon. Un vrai dindon, bien sûr. À condition de lui trouver la farce. Surtout s'il est coupé en deux. Surtout s'il est coupé en deux, parce que on a vu dans notre enfance courir des dindons sans tête. Ah oui. Partout. Oui. Dans les propriétés, c'est toujours comme ça. Le dindon, à un moment, on lui coupe la tête, il va, puis il court. Et donc, effectivement, un dindon partagé. Il y en a un qui garde la tête et l'autre les pattes. On y va pour le dindon, alors? On y va pour le dindon. En avant. Vive le dindon de la 4e dimension. Cuisine Créfelle, la qualité avec 10 ans de garantie.